j'ai commencé une petite présentation. Lyon était libéré depuis à peine 2 ans lorsque vous y êtes né dans une famille qui comptera 11 enfants. Votre parcours est étonnant car, diplômé d'une maîtrise d'anglais, vous commencez par enseigner la langue de Shakespeare avant de reprendre des études de psychologie cette fois. Vous obtenez un diplôme d'études supérieures spécialisées, on appelait ça autrefois un DESS, de psychologie clinique, puis un diplôme d'études approfondies de psychanalyse. De 1975 à 1984, vous exercez comme psychologue clinicienne au sein de plusieurs bureaux d'aide sociale, puis ensuite au sein d'un service de psychiatrie au centre hospitalier régional de Villejuif. C'est en 1987 que vous intégrez la première unité de soins palliatifs créée en France à l'hôpital international de l'Université de Paris. À partir de là, vous partagez votre temps entre cette unité et une unité de soins SIDA à l'hôpital Notre-Dame du Bon Secours. Votre parole sur la fin de vie est donc légitimée par votre expérience au cœur même de ce sujet. Vous relaterez cette expérience auprès des personnes en fin de vie dans un livre, La mort intime, publié aux éditions Robert Laffont en 1995. Ce livre, qui vous vaudra d'être surnommé l'ange de la mort par le journal Libération, révèle le sujet des soins palliatifs que très peu de personnes connaissaient à l'époque et qui est encore trop méconnu, et aussi vous révèle. Ce livre est publié dans près de 20 pays ou 25 pays aujourd'hui, et c'est un succès, un grand succès qui a fait vraiment votre réputation. Depuis, vous avez publié près de 20 autres livres sur la fin de vie, puis sur la vieillesse, qui sont aujourd'hui des références pour les jeunes professionnels. Chaque fois que nous rencontrons des élèves en école d'infirmiers ou de soins infirmiers qui nous disent « Ah, j'ai lu de Hetzel ». Vous parcourez aussi la France depuis de nombreuses années pour parler de l'aventure de vieillir. Vous rencontrez des élus, des professionnels que vous formez. Votre approche faite d'écoute, très important, j'ai pu le constater, de contact physique, nous en avions parlé, et de bienveillance. Simplement de rencontre aussi de personne à personne. Point important pour vous et qui vous caractérise si bien. Je dis que vous parcourez la France, mais c'est aussi le monde. Ainsi, l'un de vos engagements moins connus du public, mais qui me touche personnellement, est celui que vous avez eu en Irak auprès des enfants martyrs de la guerre, pays où vous formez des psychologues travaillant dans le camp. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à rencontrer cet après-midi les futurs habitants du béguinage solidaire, mais aussi toutes les personnes présentes ce soir, je vous remercie, pour partager votre expérience et votre regard sur l'aventure de vieillir. Avant d'aller plus loin, je salue toutes les personnes qui nous aident à travers, et qui sont présentes dans la salle, et qui nous aident soit par leur engagement bénévole, soit par leurs dons, soit par leur investissement dans notre projet solidaire. Pour commencer cette soirée, Marie, je vous propose de nous emmener au Japon, et précisément sur l'île d'Okinawa, qui compte de nombreux centenaires, et, je crois, de centenaires heureux. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez appris des Moai? Les Moai. Alors, effectivement, vous m'entendez ou pas? Non, tenez. Voilà, c'est mieux. Merci Tristan d'abord de votre présentation. Merci à tout le monde, tous ceux qui sont venus ici pour à la fois, je dirais, partager une réflexion autour de l'aventure de vieillir, d'une image positive du vieillissement. Et vous m'interpellez sur le Japon. Et c'est vrai que le Japon, qui est, vous savez, le pays dans lequel il y a la densité de centenaires est la plus élevée au monde, et aussi le pays qui tient le record de longévité heureuse, c'est important, il y a un phénomène qui est peu connu,
qu'on appelle les moai. Ce sont des petites communautés de centenaires, en tout cas de gens très très âgés, plus de 95 ans certainement, qui, dans un quartier, dans un village, se créent une petite communauté, en général entre 8 et 10, hein, ils ne sont pas très nombreux, et ils décident, ils font entre eux un contrat de solidarité morale et même financière. C'est-à-dire que si parmi eux, dans leur petite communauté, l'un d'entre eux n'a plus les moyens, par exemple, de se soigner, eh bien ce sont les autres qui contribuent. Donc ils vont très loin dans cette image de faire communauté et de se soutenir. Et moi j'ai trouvé, quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que nous sommes dans un pays dans lequel on parle beaucoup de la solidarité intergénérationnelle. C'est bien, mais on ne parle jamais de la solidarité entre vieux. Mais elle est très importante aussi. Et alors, bon, c'est pas pour rien que Tristan, évidemment, démarre cette conversation là-dessus, puisque c'est effectivement ce concept du béguinage solidaire. C'est peut-être pas jusqu'à la solidarité financière, mais en tout cas, emprunte beaucoup à cette notion de solidarité entre personnes du même âge. Et il y a, on le sait, vous savez, si vous prenez un groupe de personnes de 90 ans, vous en aurez 8 sur 10 qui sont robustes et seulement 2 sur 10, ça ce sont les gériatres qui nous donnent ces statistiques, seulement 2 sur 10 qui peuvent perdre leur autonomie ou être plus fragiles, disons. Donc c'est important aussi de le souligner. Hein, il peut y avoir un vieillissement robuste. Et les plus robustes eh bien, peuvent soutenir aussi les plus vulnérables et les plus fragiles. Alors pour rester un petit peu au Japon, un des obstacles au bien vieillir, et ça je le vis depuis de nombreuses années, c'est l'image de soi, ou plutôt la mésestime de soi qu'ont souvent les personnes âgées. C'est pour nous un sujet d'action extrêmement important, l'idée de permettre à chacun de retrouver une bonne image de soi et pour pouvoir avancer. Je crois que c'est encore, pour rester au Japon, l'objectif de l'ikigai, c'est ça ? L'ikigai, oui. L'ikigai, alors ça c'est aussi une pratique japonaise qui est... les Japonais désignent par là... la traduction c'est la joie de vivre. Qu'est-ce qui fait que le matin, je me lève avec l'envie de vivre ma journée ? Même si je suis très très âgée, que se dire, cette journée, voilà, je l'accueille, elle m'appartient. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui ? C'est ça l'ikigai, hein, cette énergie-là, énergie de vie, énergie de joie, hein, que l'on va avoir pour la journée. C'est très important aussi parce qu'effectivement, Tristan parlait de l'estime de soi. Il y a quelque chose aussi que j'ai découvert au fil des années, depuis 15 ans que je m'intéresse vraiment aussi au vieillissement, à ce processus. Je me suis rendu compte que, et ça a été confirmé par des études de gériatres, que lorsqu'on a perdu l'estime de soi, ça veut dire lorsqu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien d'intéressant à vivre, que tout ce qu'on avait d'intéressant à vivre est derrière soi. Hein, vous voyez, les gens baissent les bras, ils regardent par terre, ils regardent le sol, et ce sont des personnes qui ont 2 fois plus de risques de perdre leur autonomie que les personnes qui ont gardé l'estime d'elles-mêmes. Donc l'estime de soi, c'est un des facteurs de la conservation, de la préservation de la perte d'autonomie. On conserve son autonomie, je veux dire, si on a conservé son estime de soi. Donc,
je me suis beaucoup intéressée à comment aider des personnes vieillissantes à garder l'estime de soi, surtout dans un monde dans lequel, quand on parle du vieillissement, on en parle toujours en termes déficitaires, incapacitaires, c'est toujours une question de perte, de diminution. Comment peut-on garder l'estime de soi quand on vieillit? Moi, j'ai vu des gens qui étaient honteux de vieillir. Comment garder l'estime de soi? Eh bien, les personnes âgées m'ont dit, vous savez, madame, nous, on n'a pas tellement envie qu'on s'occupe de nous, on veut qu'on s'intéresse à nous. L'estime de soi, elle vient à partir du moment où les autres s'intéressent à vous. Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous avez vécu dans votre vie? Qu'est-ce qui donne du sens à votre existence? Qu'est-ce que la vie vous a appris? C'est toutes ces questions, s'intéresser à ces personnes qui ont toute une expérience de vie, qui ont traversé des épreuves, parce que d'abord, la vie est faite, jalonnée d'épreuves, mais parmi des personnes d'un certain âge, on peut dire que qui n'a pas traversé des épreuves? Donc il y a toute une expérience de vie à travers cette traversée, je dirais, qui est quelque chose qui fait qu'on peut se dire, mais je suis fière d'être vieux, je suis fière de mon âge, fière de tout ce que j'ai vécu, fière de ce que je peux transmettre aux autres. Il faudrait que chaque personne âgée sente cette fierté de l'âge. Alors, dans d'autres pays, on parlait du Japon, mais même en Afrique ou ailleurs, il y a cette considération pour la personne âgée qui a justement tout un bagage, toute une expérience. Nous avons donc quelque chose à faire. Et alors, je pense que donner la parole à des personnes vieillissantes pour qu'elles nous parlent de ce qu'elles vivent de spécifique, propre à leur âge. On ne vit pas la même chose à 90 ans qu'à 70, ni à 70 qu'à 50. On vit des choses différentes, mais elles sont intéressantes. Et donc, donner la parole, les écouter, leur permettre aussi de parler à d'autres, c'est comme ça qu'elles gardent l'estime d'elles-mêmes. Et je pense que c'est propre à cette expérience du béguinage solidaire, puisque ce qui m'a, moi, beaucoup intéressée quand la première fois que Tristan m'a parlé de cela, c'était ce concept qui est que les personnes, avant d'arriver dans un béguinage, se réunissent pour parler ensemble, pour se connaître, pour connaître leurs richesses les uns et les autres, parce qu'elles sont immenses, elles sont variées aussi, qu'ils puissent parler aussi de ce qu'ils ont envie de vivre, de partager par la suite. Cette dimension de la parole, c'est ça que je trouve extraordinaire et vraiment, je vous le dis sincèrement, pionnier dans tout ce qui se fait actuellement. Et bravo à la mairie de vous soutenir et à tous ceux qui vous soutiennent, parce que c'est vraiment aujourd'hui un concept, vous allez voir, ça va exploser. Parce que c'est ça le cœur je dirais, de ce qui permet vraiment d'accompagner, je dirais, l'avancée en âge, le vieillissement. En vous écoutant, je repense à une amie qui a 92 ans, et il y a quelque temps, elle m'appelle et elle me dit « Tristan, il faut que je te dise quelque chose. » Je dis « Oui, de toute façon, je ne vous empêcherai pas de le dire. » Et elle me dit « Ça y est, j'ai 1000 km au compteur de mon vélo, pas électrique, depuis le début de l'année. » Et elle me dit « Tu sais quoi ? Je suis allé sur un anneau de vitesse et il y avait des jeunes hommes, ils étaient plutôt beaux et forts, et je leur ai demandé d'essayer un de leurs vélos, et j'ai fait 2 tours d'anneau. Tu peux imaginer que j'ai eu la trouille de ma vie, mais quel pied! Et elle me dit, tu sais, ma solution, moi, tous les matins quand je me lève, je me dis, cette journée sera la plus belle journée de ta vie. Voilà. Oui, c'est un joli témoignage. 92 ans, oui, c'est bien. Voilà. Et justement, en pensant à elle, je me demande si les personnes âgées ne sont pas les premiers acteurs de la solution. Souvent, on parle de nos personnes âgées, on trouve souvent ça dans les discours, qu'allons-nous faire de nos personnes âgées, etc., comme si
ces personnes n'étaient pas capables elles-mêmes de trouver les solutions. Et j'ai parfois le sentiment, malgré tout, qu'un bon nombre sont en attente, d'une solution que nous allons leur apporter, alors qu'ils sont déjà eux-mêmes la clé de la solution. Vous l'avez un petit peu dit, mais est-ce que vous confirmez que... Moi, oui, et je pense même que c'est quelque chose qui est en train de... je pense que trop longtemps, on a vraiment présenté, à cause de cette image négative du vieillissement, on a trop souvent présenté les personnes âgées comme des personnes qu'il fallait aider, à qui il fallait proposer des solutions, un peu comme des incapables. D'ailleurs, quand je dis qu'il y a une vision incapacitaire de la vieillesse, c'est ça, hein. Donc qu'il faut prendre en charge, qu'il faut placer, regardez les termes, placer en institution, prendre en charge. Regardez le vocabulaire de notre société quand il s'agit de parler des personnes âgées. C'est quand même sidérant quand on y pense. Parce que ces personnes sont des personnes simplement qui continuent à vivre, elles avancent avec ce paradoxe quand même qu'il faut souligner, c'est que bien sûr le corps décline, mais tout ne décline pas. Il y a une jeunesse du cœur, une jeunesse de l'esprit, il y a une ouverture au nouveau, il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc, elles sont loin d'être incapacitaires, elles savent très bien ce qu'elles veulent. Et aujourd'hui, alors on a très longtemps fait comme si elles ne savaient pas ce qu'elles voulaient, et on pense à leur place, ce qui est bon pour elles. Il y a eu le pic, alors là, le pic du confinement, qui nous a montré à quel point on déconsidérait des personnes à cause de l'âge, hein, qu'il fallait les protéger, qu'il fallait... je crois que si aujourd'hui, il y a tout un mouvement, et je fais partie un peu de cette génération qui a décidé là, de faire quelque chose vraiment pour que les pouvoirs publics, pour que la société change de regard et considère les personnes vieillissantes comme des citoyens à part entière, qui savent très très bien où sont leurs priorités, ce qu'ils veulent faire, c'est là où sont leurs joies, ce qui donne du sens à leur existence. Et vous savez, vous connaissez peut-être, alors j'ai adhéré récemment à un mouvement citoyen qui n'est pas une association encore, qui n'est pas structuré, mais qui s'appelle le Conseil national autoproclamé de la vieillesse. CNAV, mais ce n'est pas la CNAV Sécurité sociale, c'est pas ça, c'est Conseil national autoproclamé de la vieillesse. Et le hashtag, alors le hashtag, vous savez ce que ça veut dire, le hashtag c'est rien pour les vieux sans les vieux. Ben voilà. Je crois qu'il y a une génération qui arrive et qui a décidé que rien ne serait décidé sans les vieux, sans leur demander leur avis, La première chose à faire, c'est de leur demander ce qu'ils veulent vivre. Et c'est là où, quand même, le concept du béguinage solidaire, qui est que plusieurs mois avant l'ouverture d'un béguinage, les personnes qui vont habiter ensemble, qui vont être chez elles, mais en même temps ensemble, ça aussi c'est très intéressant, être chez soi et vieillir ensemble en même temps, vivre des choses ensemble, ces personnes, eh bien, elles sont invitées à dire ce qu'elles souhaitent vivre ensemble. C'est elles qui doivent décider de ce qu'elles vont partager ensemble. C'est elles qui vont... ça va partir de là. Personne ne va décider à leur place. Et ça, je trouve ça formidable. C'est vrai. Je pense que comme vous avez parlé du CNAV, il va y avoir des adhésions dans les jours à venir, parce que je connais quelques personnes dans la salle qui sont très militantes, et donc ça risque vous risquez de faire des émules. Donc c'est bien. Donc dans la démarche de vieillir, il y a pour nous deux dimensions. Une dimension intérieure qui est importante et que peut-être, en ce qui me concerne, j'ai trop négligée, et une dimension extérieure, donc par rapport à l'autre, aux autres, au monde. Pouvez-vous nous parler de la dimension intérieure qui est centrale à vos yeux, peut-être même de l'importance de la spiritualité? Alors,
moi, je vais partir d'une phrase qui, évidemment, puisqu'on vous dit spiritualité, qui est de Saint Paul. Saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, dit « Tandis que notre homme extérieur s'en va en ruine, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Il dit la même chose que Victor Hugo quand il dit « Mon corps décline, ma pensée croît, dans ma vieillesse il y a une éclosion ». Ils disent la même chose, c'est-à-dire que l'homme extérieur, oui, l'homme extérieur s'en va en ruine, où le corps décline, c'est le propre même du vieillissement, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, ça veut dire qu'il y a du nouveau, qu'il y a une ouverture au nouveau, et là, ça donne beaucoup à penser. Il y a aussi dans une des réunions du CNAV, là, du Conseil national autoproclamé de la vieillesse, chez Ariane Mouchkine, en février, une dame de 95 ans qui dit « La vieillesse, c'est une inconnue. Tout se délite et en même temps s'ouvre un espace de grâce. » Quelle belle expression, un espace de grâce. Eh bien, moi, je vous assure que ça fait 15 ans que j'entends des personnes entre 70 et 100 ans qui s'expriment. Eh bien, j'ai entendu beaucoup de traductions de cet espace de grâce. C'est ce qu'on peut appeler la spiritualité, ou c'est l'intériorité. C'est-à-dire que, en avançant, étant donné que finalement on a peut-être tout prouvé sur le plan extérieur, on n'a plus grand-chose à prouver, voilà, il va y avoir un mouvement vers l'intérieur. Et ce n'est pas un repli sur soi, ce n'est pas une fermeture, c'est au contraire un approfondissement. Aller chercher au fond de soi peut-être le fil rouge de sa vie, de son existence, parce que chacun a un fil rouge. Moi, il y a une expression que j'aime bien, j'appelle ça un mandat céleste. Nous sommes sur Terre pour quelque chose. Et chacun a son mandat céleste qui lui est propre, qui n'est pas celui du voisin. Donc il faut chercher quel est son mandat céleste, pourquoi je suis là sur Terre, qu'est-ce que j'ai fait, quel est le fil rouge de mon existence, qu'est-ce qui a donné du sens. Toutes ces questions, ce sont des questions spirituelles en fait, au sens large. C'est vraiment c'est ce voyage vers l'intériorité auquel est appelée une personne qui avance en âge. Et elle va, évidemment, ça ne va pas se faire comme ça, d'un coup de baguette magique, instantanément, ça se fait au fil des années. Il est certain qu'on est peut-être un peu plus dans son intériorité à 90 ans qu'on l'était à 70, ou à 70 qu'on l'était à 50, parce que c'est un cheminement, bien sûr. Mais voilà, c'est important, et je crois que malheureusement, des personnes qui restent accrochées à l'homme extérieur sont des personnes ça va tenir pendant un temps, et puis à la moindre, je dirais, le moindre accident, tout d'un coup, ces personnes vont s'effondrer, parce qu'elles ne pourront plus s'appuyer, avoir leur point d'appui extérieur. Si elles n'ont pas suffisamment tôt commencé ce voyage. Une faiblesse. Non, c'est peut-être que j'ai... Allô. Non. Et là, c'est bon. Si elles n'ont pas commencé ce voyage vers l'intériorité suffisamment tôt, eh bien, elles seront assez démunies. C'est pour ça que c'est ce concept que moi je défends beaucoup, le concept d'aventure de vieillir. Je dis que vieillir, c'est une aventure. Et qu'à partir du moment où on voit ça comme ça, je veux dire qu'on a cet état d'esprit-là, eh bien, on va spontanément, on va aller vers ce qui ne vieillit pas, c'est-à-dire l'intériorité. Et chacun va le faire à sa manière, parce qu'il n'y a pas une manière de faire, bien sûr. C'est à chacun de voir comment il peut aller, je dirais, à l'intérieur de soi pour trouver les ressources qui permettent de vivre.
hein, pour s'ouvrir au fond. Parce que plus les personnes s'approfondissent et plus elles sont ouvertes. C'est ce que j'ai remarqué. Hein. Et il ne s'agit donc pas du tout d'un repli, c'est l'inverse, c'est une ouverture. Très bien. Alors, comment pourrait se décliner, enfin vous l'avez un petit peu évoqué, mais j'aimerais qu'on vous entende à nouveau le dire, l'enseignement d'un art de vieillir. Est-ce qu'il y a des éléments particuliers ou des choses qu'il faut retenir? Alors, il y a des clés, si on peut dire, il y a des clés. Et ces clés, moi j'ai été les chercher auprès de personnes de plus de 90 ans, alors il y a longtemps ça, c'est quand j'ai écrit mon premier livre, La chaleur du cœur, empêche le corps de brouiller, que Madame vous citiez tout à l'heure. Quand j'ai écrit ce livre, je suis allée à la rencontre de personnes comme Sœur Emmanuelle, qui était encore en vie, Stéphane Hessel, qui était un ami de mon mari, il y avait Benoît de Groult aussi, des personnes, et puis aussi des inconnus, mais des personnes qui me semblaient rayonnantes et lumineuses dans leur grand âge. Elles avaient toutes plus de 90 ans. Je me suis dit, je vais aller les voir, je vais essayer de comprendre quelles ont été leurs clés. Donc, c'est à partir de là que j'ai essayé de décliner ces clés. Alors, par exemple, Sœur Emmanuelle, je me souviens qu'elle avait 96 ans quand je suis allée la voir. Elle était dans son fauteuil, elle avait de l'oxygène dans le nez, elle était quand même... elle ne pouvait plus voyager comme elle l'avait beaucoup fait dans sa vie. Et elle me disait, mais Marie, la vieillesse, c'est la période la plus belle de ma vie. Elle disait, je suis là, j'ai le cœur rempli de toutes ces rencontres que j'ai eues dans ma vie, de toute cette richesse d'une vie. Une vie, c'est quand même quelque chose, une expérience extraordinaire. Tout ça est en moi et j'essaye de transmettre. Et puis elle me disait, la mission de la personne âgée, c'est d'aimer. Et tout le monde peut aimer, même quel que soit l'état dans lequel on est. Même, elle me disait, vous voyez, même moi, là, dans mon fauteuil, etc., tous les jours, je pense à toutes les personnes que j'ai vues dans la journée, puis toutes celles du passé, tout ça est dans mon cœur. Et j'envoie comme des bouquets de roses autour de moi, j'envoie des pensées d'amour. Enfin, voilà, Sœur Emmanuelle, elle était assez, si certains ont vu des vidéos d'elle, en tout cas, c'était quelqu'un d'assez tonique et énergique. Et voilà, c'était son message, aimer. Un autre message, par exemple, Benoît de Groult, qui, elle, n'était pas du tout alors religieuse, elle était athée, mais elle disait... Vieillir, c'est une période où on n'arrête pas de dire « aïe ». Bon, elle disait des choses que nous savons tous, hein, c'est que voilà, on a mal le matin quand on se réveille parce qu'on est tout engourdi, parce que les petites douleurs du quotidien, ça fait partie de la vieillesse, évidemment. Mais, disait-elle, la vieillesse, ça apporte la jeunesse du cœur. Et la curiosité est une chose qui ne vieillit pas, dit-elle. Je suis bien plus curieuse qu'avant. Je découvre la poésie qui ramène à l'essentiel. Elle a aussi cette expression très jolie, elle dit « Je découvre la joie des voyages immobiles ». C'est une expression extraordinaire. Elle dit « Je savoure ces voyages immobiles », c'est-à-dire évidemment, avec son imaginaire, elle voyage, elle est peut-être dans les pays dans lesquels elle a été autrefois, enfin avant d'être justement dans son fauteuil. Et puis Stéphane Hessel aussi, que je voyais, qui avait 90 ans, que j'ai vu dans ces dernières années de sa vie, et qui me disait que toutes les semaines, il apprenait un poème par cœur, et que c'est ce qui lui entretenait cette mémoire qu'il avait, qui était impeccable.
Et c'est vrai que d'apprendre un poème par semaine, certainement, ça entretient la mémoire. Mais il me disait aussi, je choisis mes poèmes parce qu'ils me font du bien à l'âme. Donc il se récitait tous les jours les poèmes. Alors il les apprenait, mais il les récitait. Et alors quand il venait dîner chez des amis, ce qui était le cas quand il venait chez nous, c'était à la fin du repas, il récitait un poème qu'il avait appris. Et donc c'était aussi une manière de partager. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'enseigne, moi, dans mes séminaires, sur l'art de vieillir, j'enseigne l'écriture du haïku. Vous savez, ces petits poèmes japonais qui sont, que tout le monde peut faire, ça je peux vous dire. Quand je fais ça dans mes groupes de parole de personnes qui ont entre 80 et 100 ans, je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne puisse pas faire un haïku, un petit poème. Et c'est une manière de capter une émotion de la journée, quelque chose qu'on a vu, un oiseau qu'on a vu, je dirais, se poser sur un banc, une fleur qu'on a vue le matin, un petit détail de la journée qui nous a rendus heureux. Et c'est une manière de le traduire en poésie. Et je vais vous dire une chose, c'est dans mes séminaires, j'enseigne ça à des gens qui n'en ont jamais fait. Tout le monde le fait. Mais je vais vous confier quelque chose, parce que je ne fais pas ça depuis très longtemps. C'est que les groupes par exemple, qui ont passé 1h30 à écrire des haïkus, eh bien, ensuite, ils communiquent entre eux en s'envoyant des haïkus sur ce qu'ils ont fait dans la journée. Et comme je suis souvent mise en copie des mails ou des WhatsApp, vous savez, les WhatsApp, ils font un groupe, ils font un WhatsApp, ils s'envoient des haïkus, je les lis, et c'est extraordinaire, comme quelque chose que j'ai enseigné en 1h30, qui paraît compliqué comme ça, parce que c'est encore un mot japonais, mais qui est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire, la joie que ça donne d'écrire un haïku et de le partager avec d'autres. Un petit moment de la journée. Et alors je vais vous dire, des personnes qui sont un peu dépressives, qui ont l'impression de plus rien vivre d'intéressant, eh bien elles se disent, qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui qui m'a émue? Et elles vont écrire leur petit haïku. Et le partager avec d'autres, avec des petits-enfants, avec des amis. Voilà quelque chose voilà une des pratiques très concrètes, juste une clé très concrète pour être dans le présent, pour rester dans la joie, pour être créatif. Voilà, c'est un exemple. C'est peut-être quelque chose qu'il va falloir retenir pour le béguinage leader de Valogne. Bon, alors et avec des concours ouverts sur la ville. Bon, j'ai envie de vous poser une question un peu plus personnelle. Comment êtes-vous passé de la réflexion sur la fin de vie, qui était vraiment votre sujet, au sujet ou à la réflexion sur la vieillesse? Est-ce que c'est par rapport à votre histoire personnelle ou c'est arrivé comme ça? Oui, alors je me suis intéressée à la toute fin de vie quand j'avais 40 ans. Aussi, vraiment, je me suis beaucoup engagée là-dedans. Psychologue en soins palliatifs, mais aussi après chargée de mission au ministère de la Santé. Enfin, j'ai beaucoup donné sur, je dirais, cette période-là de la vie. Puis après, quand je suis arrivée à l'âge de 60 ans, et que j'ai commencé à me poser des questions sur ce que... Parce que quand on a 60 ans, carte senior, on entre dans la vieillesse, parce qu'il y a 3 âges, 60, 75, troisième âge, 75, 90, quatrième. Moi, je suis dans le 4e âge, je vais dépasser 75 ans. Ensuite, vous avez le 5e, 90 et au-delà. Quand je suis arrivée à 60 ans, c'est là que je me suis dit, au fond, j'ai envie d'écrire un livre là-dessus. Alors ça n'a pas été simple, parce qu'au début, quand j'ai commencé à ramasser des tas d'articles sur la vieillesse, j'ai rencontré évidemment, je dirais, tout ce qui concerne aussi la toute vieillesse tourmentée, malheureuse, qui existe, bien sûr. Tous
tous ces articles sur, justement, sur les maisons de retraite, sur les... J'ai fini par déprimer. J'ai raconté ça dans La chaleur du cœur empêche le corps de rouiller. J'ai eu vraiment un été dépressif, je me souviens très très bien. Je me suis dit, j'y arriverai jamais. Ça me paraissait une montagne que de faire un livre positif. Et puis il m'est arrivé une histoire que je peux raconter, qui est à la fin de l'été, j'ai emmené ma petite fille qui avait 10 ans à l'époque, qui s'appelle Marie, comme moi. Je l'ai emmenée en Camargue, parce que je suis d'une famille camarguaise par ma mère, et je l'ai emmenée dans une promenade à cheval. Donc nous étions au Sainte-Marie-de-la-Mer, et nous étions sur des chevaux dans les marais. Et puis tout d'un coup, mon cheval s'est immobilisé parce qu'il est tombé dans un trou. Il avait de la boue, de la vase jusqu'au ventre. Et là, mon cousin, qui était un peu en avant avec ma petite fille, s'est tourné et il a dit « Oh, j'avais pas vu qu'il y avait un trou à cet endroit-là. Bon, comment est-ce qu'on va faire ?» Alors on a parlementé, il m'a dit « Écoute, tu peux pas descendre parce que tu vas t'enfoncer. » Il y avait au moins 1 mètre de boue. Tu vas t'enfoncer, tu peux pas nager parce qu'il y a 40 cm d'eau à la surface, c'est pas assez pour nager. Je peux aller chercher une corde, te la lancer, tu la mets autour de ta taille, et puis je vais te tirer à la surface du marais. Puis il finit par me dire, écoute, peut-être que tu peux essayer de demander à ton cheval de te sortir de là. Et j'ai senti que c'était la bonne solution. Donc j'ai parlé à mon cheval, qui est un cheval blanc, et je lui ai demandé de me sortir de là, de me garder sur lui, parce qu'il m'avait dit, mon cousin m'avait dit, les chevaux de toute façon ils se sortiront toujours, mais pas forcément avec toi dessus. Donc j'ai demandé qu'il me garde dessus. Je me suis accrochée à la selle, il a fait 3 gigantesques bonds, alors en étant sur les pattes arrière, c'était violent, je me souviens des 3 énormes bonds en avant, et puis nous sommes arrivés sur la rive, qui n'était pas très loin, je sais pas, 5-6 mètres, complètement couverte de boue. Bon, et le soir, avant de m'endormir, je me suis dit, mais pourquoi j'ai vécu ça? Qu'est-ce que la vie a voulu, qu'est-ce que la vie me dit en m'envoyant une histoire pareille? Et comme je suis psychanalyste jungienne et que j'interprète les rêves, je me suis dit, si un de mes patients m'avait apporté un rêve dans lequel il lui était arrivé ce qui m'était arrivé, c'est-à-dire voilà, sur un cheval qui tombe dans un trou et on demande au cheval de sortir de là, je me suis dit, tout d'un coup, j'ai compris quel était le sens, parce que si ça avait été un rêve, j'aurais interprété le trou, c'est la métaphore de la dépression. Et j'étais dans la dépression à cette époque-là. Donc tomber dans un trou, tomber dans la dépression. Le cheval, c'est la métaphore de l'énergie vitale. De justement, peut-être l'ikigai, le conatus de Spinoza, c'est ce qui vous donne l'énergie de vivre. Le cheval, dans les rêves, si vous rêvez de chevaux, c'est toujours de l'énergie. Et quand il est blanc, c'est l'énergie spirituelle. Donc, j'interpréterai le rêve comme ça. Vous êtes tombé dans un trou, vous demandez à votre énergie vitale intérieure, hein, puisque c'est un symbole, de vous sortir de là, et il vous sort de là. Et là, j'ai compris la leçon que me donnait cet événement, c'était que il fallait que je fasse confiance à mon cheval intérieur, à ma vitalité spirituelle, et puis aller de l'avant. Donc je suis rentrée et j'ai repris l'écriture de mon livre en allant justement à la rencontre de toutes ces personnes de plus de 90 ans qui étaient rayonnantes et lumineuses. Merci pour ce témoignage personnel. Alors, on parle de vieillesse, mais la vieillesse conduit parfois fatalement à se poser des questions sur la fin de vie. Et aujourd'hui, le gouvernement annonce
peut-être une nouvelle loi sur la fin de vie, sur l'euthanasie. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur ce sujet qui est un petit peu à côté de notre sujet, mais qui est quand même extrêmement important aujourd'hui? Oui, parce qu'il y a une clé très importante dans l'art de vieillir, c'est de ne pas mettre de côté la question de la mort. C'est de méditer sur sa finitude. Nous sommes tous mortels. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire « je ne le suis pas ». Nous sommes tous mortels. Donc, réfléchir à sa mort ne fait pas mourir, d'une part. Et je pense que, non seulement ça, mais je pense que si on y réfléchit, ça nous renvoie toujours à la vie. Dans toutes les traditions, vous savez que méditer sur ça, sur le fait que l'on est mortel, permet d'être dans une position plus juste dans sa vie. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les hindouistes, les bouddhistes. Et moi, j'aime beaucoup l'image des Indiens d'Amérique qui représentent la mort comme un oiseau qui est perché sur l'épaule gauche. Et tous les matins, l'oiseau pose la question « Et si c'était pour aujourd'hui ? Est-ce que tu es en paix avec toi-même, avec les autres ? Qu'est-ce qui serait important ?» Bon. Donc je crois que de penser au fait que l'on est mortel vous renvoie toujours à l'essentiel dans votre vie. Et on a bien vu d'ailleurs, moi je peux vous dire, j'ai fait des tables rondes post-confinement pour des personnes justement de 80 à 100 ans, et ces personnes m'ont dit que pendant le confinement, avec toute cette, je dirais, cette télévision extraordinairement anxiogène où il était question de la mort du matin au soir, forcément ils y pensaient et ils me disent on a tous réfléchi à notre vie. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre pour nous-mêmes, avec les autres, hein, qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre vie, du temps qui nous reste à vivre. C'est ça l'important. Alors ça, c'est une chose. Maintenant, j'ai découvert que les personnes étaient inquiètes sur les conditions du mourir, et c'est là qu'on en vient à cette convention citoyenne sur les conditions du mourir. Les gens sont inquiets. En France, on est inquiet parce qu'on a peur de souffrir, on a peur d'être prolongé, on a peur d'être seul. Toutes ces peurs rassemblées, quand on ne sait pas vraiment quand on ne connaît pas vraiment les personnes compétentes, les réseaux de soins palliatifs par exemple, quand on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment réfléchi à ce qu'on souhaitait pour soi-même, ça crée beaucoup d'angoisse. Or, je pense que la première chose à faire, c'est effectivement de se demander, d'abord d'anticiper, quand on n'est pas anticiper quand on sait qu'on a peut-être 6 mois à vivre. Ça ne fait pas mourir d'anticiper, de faire venir les soins palliatifs, même si on n'est pas au seuil de la mort. Moi, j'ai toujours dit ça, partout, anticipez. Prenez contact avec des gens compétents. Pourquoi ? Parce que je sais, par expérience, que si on est dans les mains d'un médecin compétent ou d'une équipe compétente, eh bien, on ne peut être assuré de ne pas être abandonné. Il y a un contrat de non-abandon qui est signé entre une équipe qui va s'occuper de vous et vous ne souffrirez pas, vous ne serez pas prolongé et vous serez accompagné. Ce sont les 3 choses qui sont les plus importantes. Voyez la question de la dignité. Les gens disent « je veux mourir dans la dignité ». Bon, j'ai souvent posé la question à des personnes âgées « c'est quoi pour vous mourir dans la dignité ?» Je vous donne la réponse d'une dame de 92 ans dans une des résidences où je suis intervenue, qui m'a dit « moi, c'est mourir dans mon lit, pas à l'hôpital. Dans mon lit, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas être prolongée, je ne veux pas que ça traîne, je ne veux pas qu'on me force à m'alimenter si je n'ai plus faim. Je veux que la vie soit autour de moi, qu'on vienne me toucher, qu'on vienne me parler, que
je veux entendre la vie autour de moi, je veux pouvoir glisser tout doucement, comme une petite bougie qui s'éteint, et glisser tout doucement dans la mort. Eh bien, ce que cette personne demande et qu'elle appelle mourir dans la dignité, ce n'est pas une injection. Elle ne demande pas à ce qu'on vienne avec une piqûre à tel jour, telle heure. Non, elle demande, tout ce qu'elle demande est légal. Seulement, la seule chose, c'est que pour être accompagnée dans ce qu'elle demande, je reviens sur les équipes compétentes. Il faut faire appel suffisamment tôt à des gens qui peuvent vous assurer que vous ne souffrirez pas et que vous ne serez pas prolongé et qu'on ne vous enverra pas aux urgences à l'hôpital parce que vous voulez mourir dans votre lit. Là aussi, si vous saviez le nombre de gens qui me disent ça, je veux mourir dans mon lit et pas à l'hôpital, mais c'est possible de mourir dans son lit. Je vous assure que c'est possible. Si on a des gens compétents à côté, si on a une famille ou des amis ou des bénévoles même qui viennent et qui peuvent assurer quand même la présence humaine, ce dont on a été privé pendant le confinement, entre parenthèses, la présence humaine. Voilà ce que je peux dire. Et pour moi, si vous voulez, une loi sur l'euthanasie, je ne comprends même pas qu'on la réclame, puisque ce qu'il faudrait, c'est appliquer les lois que nous avons. Vous savez que notre loi du 9 juin 1999, qui donne accès à tous aux soins palliatifs, n'est toujours pas appliquée, faute de développement des soins palliatifs. Donc, ce que je crains beaucoup, ça j'assume ce que je dis, je crains beaucoup que si on vote une loi sur l'euthanasie ou le suicide assisté, ça ne sera pas tout de suite, mais dans 10 ou 15 ans, quand nous serons très nombreux, que nous arriverons dans les zones de fragilité, et qu'on n'aura pas mis les moyens qui ont été promis par la loi Grand Âge et qui a été abandonnée, entre parenthèses. Mais cette loi, c'était une loi qui, pendant 10 ans, on devait mettre les moyens financiers pour un vieillir digne. On a abandonné, elle est enterrée, cette loi. Et à la place, on nous propose une loi sur l'euthanasie et le suicide assisté. Mais dans 10 ou 15 ans, quand ma génération arrivera dans le grand âge, et qu'on n'aura pas mis le paquet sur le vieillir digne, eh bien, on vivra dans de telles conditions qu'on demandera la mort. Moi, je sais que les gens autour de moi, ils disent, moi, je préférerais demander la mort que d'avoir une vie qui n'ait plus aucun sens, qui est... Donc, vous voyez, je trouve que l'euthanasie qui viendrait, en fait, je dirais, par défaut de soins, c'est assez grave, quand même. C'est pour ça que ma position, c'est reprenons la loi Grand Âge, remettons, je dirais, sur le chantier cette loi d'adaptation de la société française au vieillissement de la population, de façon à garantir aux personnes qui vieillissent une vieillesse digne, parce qu'à ce moment-là, on ne demandera pas le suicide assisté comme délivrance d'une vie qui serait indigne. Vous voyez, c'est ça ma position. Oui. Et je trouve que personne n'y pense à ça. Voilà, ça va être je pense que, malheureusement, je pense qu'on l'aura, cette loi, parce que notre président de la République veut en faire une loi sociétale qui va marquer son quinquennat, mais sans voir, je dirais, plus loin, sans voir ce qui va se passer dans 10 ans. Oui, vous avez employé un mot important qui est le mot de la dignité. Je me souviens quand je devais avoir 13 ou 14 ans avoir lu Primo Levi. Si c'est un homme qui insistait sur le fait que toute personne était digne, ou la dignité de toute personne était intrinsèque à son être et qu'on devait la respecter. Et c'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui de société. Elle est intrinsèque à l'humain. Toute personne est digne, quel que soit son état. Ça, c'est l'impératif de Kant. Et donc,
Alors, le sentiment de la dignité, c'est quelque chose qui est subjectif. On est d'accord, tout le monde est digne, mais il y a des gens qui vous disent « j'ai le sentiment d'avoir perdu ma dignité ». Ça, c'est subjectif, et ça, c'est beaucoup lié au regard de l'autre. Si on vous regarde, et c'est vrai que beaucoup de personnes âgées, malheureusement, ont l'impression d'avoir perdu leur dignité parce qu'on les regarde comme n'ayant plus leur place dans sa société, comme mises de côté. Beaucoup de personnes souffrent de ça. Mais ça, c'est un sentiment subjectif de perte de dignité, mais ça ne veut pas dire qu'elles aient perdu leur dignité. Merci. Alors revenons à la vieillesse. Qu'entendez-vous par apprendre à devenir un bon compagnon pour soi-même? Alors, ça fait partie des clés du bien vieillir, effectivement, que d'être un bon compagnon pour soi-même, c'est-à-dire d'être à la fois de s'aimer tel que l'on est, avec les modifications du corps, c'est très important aussi par rapport à beaucoup de personnes qui ont l'impression que leur image d'elle-même est abîmée par la vieillesse. Non, il faut absolument se dire que l'on est bien tel que l'on est. C'est déjà ça, être un bon compagnon pour soi-même. Et puis, ça veut dire aussi avoir une vie intérieure riche. C'est ne pas, je dirais, si on est seul, parce que la solitude, justement, parce que c'est pas l'isolement, l'isolement c'est un poison, mais la solitude c'est ontologique. Plus on vieillit, plus on se sent seul aussi, d'abord parce qu'on perd beaucoup de gens, beaucoup d'amis, mais aussi, je crois que dans ce voyage vers l'intériorité, demande une certaine solitude. On va à l'intérieur de soi. Et il y a des choses que sont pas forcément partageables aussi, des choses très intimes que l'on va... Il faut finalement, je dirais, prendre contact avec cela et puis nourrir son intériorité, nourrir sa vie intérieure. À ce moment-là, on devient, je dirais, on sent que même si on est seul, on est bien. Il y a combien de personnes âgées m'ont dit « Mais vous savez, madame, moi, je suis bien une grande partie de la journée en étant seule. Par contre, j'ai besoin de partager avec les autres aussi. » On peut, et ça, c'est ce qui est possible, justement, quand on dit vieillir chez soi et ensemble. Ça, c'est dans le concept du béguinage solidaire. Justement, les personnes peuvent vivre une certaine solitude intérieure, qui peut être une bonne solitude, parce qu'on est un bon compagnon pour soi-même, et en même temps, ne pas être isolé, partager avec d'autres. C'est cet équilibre que beaucoup de personnes âgées trouvent, d'ailleurs, à partir du moment où elles ne sont pas isolées. Oui, c'est un point qui m'avait frappé. Vous me l'aviez dit et je voulais qu'on le partage ensemble. Voilà, j'avais annoncé que vous pourriez poser des questions. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Je sais que quelqu'un a une question à poser. Alors, qui veut commencer? C'est la plus dure la première qui est la plus dure. La personne qui a une vie personnelle très, très forte et qui ne s'intéresse plus du tout, qui ne pose plus aucune question et qui ne s'intéresse plus aux autres. C'est un problème. Enfin, pour moi, c'est une préoccupation. Oui, parce que pour vous, c'est une préoccupation, je comprends, effectivement, parce que ce qui m'a frappé, moi, chez les personnes que j'ai rencontrées, les personnes âgées que j'ai rencontrées, encore une fois, qui étaient lumineuses et rayonnantes, ce sont les personnes qui s'intéressent aux autres. C'est les personnes qui sont ouvertes, curieuses, très curieuses d'esprit, curieuses de l'autre. Donc, effectivement, il y a dans le fait de ne plus s'intéresser du tout aux autres quelque chose d'un enfermement qui pose problème, qui vous pose problème.
là, c'est un enfermement et je ne pense pas que ça contribue à un rayonnement. Qu'est-ce que peut faire l'entourage? Qu'est-ce que peut faire l'entourage? Oui. C'est un... L'entourage peut toujours s'intéresser à cette personne, en tout cas lui montrer qu'on s'intéresse à elle, à ce qu'elle pense, à ce qu'elle... Déjà, ce mouvement d'ouverture, on peut... La première chose, c'est évidemment, avant d'exiger que l'autre s'ouvre, on peut déjà s'ouvrir à l'autre. Mais on ne peut pas tout, vous savez. J'ai souvent dit ça. On ne peut pas tout parce que chacun a sa personnalité, son chemin de vie, qui est parfois, on est impuissant. Hein. Moi, je l'ai souvent été aussi, hein, croyez-moi. Et j'avais une formule. Souvent, je disais, voilà, on peut lâcher prise sur... parce qu'on a envie de dire aux gens, mais lâcher prise. Alors, on peut lâcher prise sur son souhait que l'autre lâche prise. Vous voyez? Et là, quelquefois, il se passe quelque chose. Je crois que lâcher prise est une clé assez extraordinaire. Parce que forcément, forcément, quand on est proche de quelqu'un qui s'enferme, qui ne s'intéresse plus qu'à lui-même, c'est vrai qu'il y a un narcissisme de la grande vieillesse qu'on connaît, hein, qui existe, de personnes qui ne pensent, voilà, sont le centre du monde. Eh bien, ça fait souffrir l'entourage, bien sûr. On aimerait... peut-être que la seule clé, c'est de finalement lâcher prise. Et puis, vous savez, comme on ne sait jamais... Quand je disais l'aventure de vieillir, ça montre bien que l'aventure, ça veut dire qu'il y a des surprises. On avance, et puis, quelquefois, des surprises arrivent, là où on ne pensait pas en avoir. Mais c'est tout ce que je peux dire. Parce que de toute façon, dire à la personne de sortir d'elle-même, de s'intéresser aux autres, vous savez comme moi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors, une autre question ? C'est pas une question, c'est juste un petit mot, c'est de ne pas oublier non plus que les personnes âgées peuvent faire des dépressions. Comment ? Il ne faut pas oublier que les personnes âgées aussi peuvent faire une dépression. Oui, bien sûr. Bien sûr, les personnes âgées peuvent faire des dépressions, bien sûr. Oui, oui. Mais alors, vous savez, des dépressions, on en fait jeune, on en fait à tout âge, hein, bien sûr. À tout âge, il peut y avoir beaucoup de causes. Hein. Quand si des deuils à faire, d'abord, hein, des deuils de personnes qu'on a aimées, des deuils peut-être d'une maison qu'on quitte. Hein, quitter une maison pour aller ailleurs, ça peut être un moment difficile aussi. On peut avoir des moments de dépression, hein, aussi. La dépression fait partie de la vie. Hein, ce sont des moments dans lesquels, je dirais, on est aussi souvent ramené à soi, mais ce qui est grave, c'est la dépression qui dure. Vous voyez, parce que des moments de dépression, ça fait partie de la vie. C'est des moments où on descend et on remonte. Quand ça dure, là, il faut être aidé. Et il y a Alors, il y a vous savez que moi j'enseigne la méditation aussi, la méditation de ce que les Américains appellent le mindfulness, la pleine conscience. Et Christophe André, qui est psychiatre à Sainte-Anne, enseigne la méditation pour justement, je dirais, lutter contre la dépression des personnes âgées. Il a des groupes de personnes âgées à qui il enseigne la méditation parce qu'il s'est rendu compte que méditer, si on médite régulièrement, eh bien, on sort de sa dépression. C'est une excellente façon
et qui n'est pas médicamenteuse, une excellente façon de traverser une dépression, de méditer. Lui, il enseigne à Sainte-Anne, il a de pignon sur rue, et il a maintenant suffisamment de recul pour montrer que méditer, eh bien, permet de soigner les dépressions, le stress, enfin un certain nombre de pathologies qu'il rencontre dans son service. Il est psychiatre. Voilà. Bonsoir, je travaille dans le secteur du médico-social, domicile et bientôt EHPAD. Et on parle ce soir de l'art de bien vieillir. Quelles clés, quels conseils pourriez-vous me donner pour accompagner le mieux possible l'art de vieillir pour accompagner des personnes qui souffrent de troubles cognitifs et dont la communication est très altérée? Alors, je fais partie des psys qui pensent que quelqu'un qui est atteint de troubles cognitifs, au fond de lui-même, reste intact. Je l'ai toujours pensé. Et je peux vous dire que ce que je vous dis là est corroboré par beaucoup de familles qui ont compris ça. C'est-à-dire parler à la personne comme si elle comprenait tout ce que vous lui disiez, comme si elle était complètement saine d'esprit. On lui parle vrai. On ne la protège pas avec un langage, on lui parle vrai. On lui parle de soi, on lui parle d'elle, de ce que vous parlez de personnes âgées qui ont des pertes cognitives, mais qui n'ont pas toujours eu des pertes cognitives, hein, lui rappeler des souvenirs avec cette personne, parler à la personne comme si elle pouvait, comme si elle l'entendait, elle comprenait tout ce que vous lui disiez. Alors, souvent, c'est assez difficile parce qu'on n'a pas forcément l'impression, on a l'impression on n'a pas le retour. Hein. Quoique, parfois, c'est assez surprenant. Et beaucoup de personnes à qui j'ai dit ça m'ont dit « Mais vous savez, j'ai fait ce que vous m'aviez dit, et bien tout d'un coup, j'ai vu, ma mère a eu une lueur de lucidité et m'a dit juste une phrase qui était complètement en rapport avec ce que je lui disais. Et puis après, elle sombre de nouveau. Mais s'adresser à l'autre en se disant il y a quelque chose, quelque part, chez l'autre, quelque chose qui est encore complètement intact. C'est l'être, d'ailleurs. Vous m'aviez beaucoup ému en parlant du toucher aussi. C'est quelque chose qui compte pour vous. Oui, parce que, alors, c'est très la dimension du contact, je dirais, plus que le contact tactile. Parce que le mot toucher, souvent, on a l'impression que c'est objectivant. Mais le contact, c'est-à-dire établir une relation par le toucher avec l'autre, c'est fondamental. Parce que nous tous, nous avons, au début de notre vie, été tactilement contactés. Nous l'étions déjà dans le ventre de notre mère avec le liquide amniotique autour de nous qui nous a donné la sécurité de base, qui est si importante. Et puis en sortant, en arrivant dans le monde, eh bien, on arrive dans un monde qui est plus ou moins bienveillant, plus ou moins affectueux. Je dirais, on fait l'expérience de l'agressivité, de la violence du monde, et on va peut-être développer une certaine insécurité. Quand les personnes arrivent soit dans la maladie, soit dans la vieillesse, ces personnes qui ont besoin de retrouver leur sécurité de base, ce qu'elles ont vécu dans le ventre de leur mère. Et la seule façon de le retrouver, c'est d'établir un contact tactile avec elle. Parce que dans le contact, il y a quelque chose qui est... vous savez que la peau a une mémoire, notre peau a une mémoire, donc il y a une mémoire de ce qu'on a vécu au tout début de notre existence qui revient.
Donc chaque fois que l'on contacte, alors évidemment, pas n'importe comment, c'est-à-dire que ce n'est pas un toucher objectivant, ce n'est pas un objet de soin, c'est un contact dans lequel finalement la personne sent qu'elle est reconnue comme la personne qu'elle est, c'est-à-dire un contact confirmant, ce sont des termes psy un peu confirmant, la confirmation affective, qui est donnée par un contact présent. Il y a des règles, présent, transparent, on ne veut rien de l'autre, on est juste là pour lui dans le contact, présent, transparent, respectueux, tendre. Vous voyez, sous ces qualités du contact, quand on donne ça à une personne qui est très très vulnérable, elle retrouve cette sécurité de base que nous avons tous eue au début de notre existence. Il ne faut pas oublier ça. Nous l'avons tous eu. Parce que le sens du contact, c'est le premier qui se développe dans l'embryogenèse. Quand nous sommes dans le giron de notre mère, on développe ce sens, parce qu'on est entouré. Le liquide amniotique entoure l'enfant. Donc ça peut se retrouver dans les situations de grande vulnérabilité dès qu'il y a un contact, un bon contact. Voilà. Donc, merci. Je vous regardais parce que vous travaillez en EHPAD, mais évidemment c'est une réponse qui est faite à Tristan. Alors, une autre question. Est-ce qu'on peut dire un témoignage par rapport au contact? Oui. J'ai été aidante pendant quelques années avec ma petite mémé qui avait la maladie d'Alzheimer. Et moi, j'étais toujours en train de... D'abord, je la coiffais tout le temps. Je lui faisais ses mises en plis, je coupais ses cheveux et je lui faisais toujours des caresses sur les joues. C'était ma façon à moi de lui dire je t'aime. Après, elle est allée en EHPAD. J'ai sincèrement énormément souffert qu'elle soit là-bas. J'y allais 3 fois par jour. J'ai continué à garder le lien. C'est parce que je voulais vous avancer dans votre... pour le contact. Et je voulais vous donner mon témoignage. Et elle a été pendant 3 mois où elle ne me parlait plus. Elle ne me regardait même plus. Et puis moi je continuais d'aller la voir, je continuais d'aller discuter avec elle, lui dire ce que je faisais, ce que j'allais faire. Et puis je suis partie à la montagne. Je suis partie 15 jours en vacances. J'ai dit, ma petite mémé, je m'en vais en vacances, je reviens tel jour et tout. Et là, elle m'a dit, profite de la montagne, je sais que tu aimes la montagne. Et ça faisait 2 jours que j'étais partie et mémé s'est envolée. Mais elle m'avait dit au revoir. Et mémé, quand je la promenais en fauteuil roulant dans Valogne, les gens bienveillants, qui étaient soi-disant bienveillants, qui ne la regardaient pas parce qu'elle était en fauteuil roulant, Nadette, elle était en colère. Parce que mémé, elle avait fait beaucoup de choses et puis on ne la regardait plus. Ils ne savaient pas, les gens. Ils n'osent pas, ils ont peur. La peur encore. Voilà. Merci de ce témoignage. Merci. Je suis très contente de vous avoir rencontré, madame. Alors, une autre question. Ah, pardon. Moi, j'admire beaucoup ce que vous dites et je pense qu'il y a énormément de vérité, mais je suis horrifiée du nombre de gens âgés ou en train, ou vieillissant, totalement seuls, qui ne voient jamais personne ou qui ont l'impression de ne voir jamais personne et qui sombrent dans la folie pratiquement. Oui. Quand vous dites qu'ils sont dans la folie, oui, parce que je pense que l'isolement est vous savez, il y a eu un rapport très très bien fait par les petits frères des pauvres sur l'isolement.
Il y a quand même 700 000 personnes isolées en France qui sont dans cette situation que vous décrivez. Et l'isolement, c'est effectivement, ça peut être la porte ouverte à la folie, ou je dirais au désespoir, au suicide. Et notre devoir de société est vraiment de lutter contre l'isolement. Une autre question? Je vais vous en poser une, Marie, parce que la personne n'ose pas la poser. Vous avez donc visité, enfin, autant que possible, le chantier tout à l'heure. Donc c'est un peu prématuré pour vous interroger sur ce sujet, mais est-ce qu'un jour vous pourriez envisager de vivre dans un béguinage solidaire? Ben oui, pourquoi pas. Oui, oui, oui. Et vous savez, de temps en temps, je me dis ça, on se dit même ça avec des amis qui ont mon âge ou même un peu plus âgés que moi, qu'au fond, oui, c'est quelque chose qu'on envisagerait bien. Oui, de faire, parce que cette idée de communauté, de communauté est quelque chose que je sens très très juste. Oui. Maintenant, voilà. Vous savez que dans un de mes livres, j'avais, je crois que c'est La chaleur du cœur, justement, empêche nos corps de brouiller, que j'avais évoqué cette idée du béguinage déjà à l'Île-Dieu, parce que j'ai une maison à l'Île-Dieu, et que j'ai beaucoup d'amis du même âge que moi qui ont des maisons, et on s'était dit, au fond, ce qui serait bien, c'est que en restant dans nos maisons, nous établissions justement, comme les Moai au Japon, nous établissions ce contrat de solidarité entre nous, contrat moral, de faire des choses ensemble, d'aller se voir les unes les autres, peut-être de se soutenir s'il y en a qui sont plus fragiles. On avait réfléchi à ça, de faire déjà à ce moment-là, c'était un peu un béguinage hors les murs, parce que c'était chacun restant chez soi, mais établissant ce contrat. Ben, ça fait La chaleur du cœur, je l'ai écrit il y a 15 ans. Hein, donc vous voyez, il y a 15 ans que j'avais déjà une pensée dans ce sens-là. Une autre question? On parle de la solitude, mais on ne parle pas aussi des violences qui sont faites aux personnes âgées qu'on ne veut pas laisser chez elles. Et pour tranquilliser la famille qui aurait mauvaise conscience, on l'arrache à sa maison personnelle et on ne respecte pas son souhait, son individualité. Elle préférerait donc mourir toute seule chez elle plutôt d'être... Quel problème? Et comment faire qu'on trouve un juste milieu entre la tranquillité des enfants qui finalement le font pour eux, ou le contexte social qui le fait pour se tranquilliser, sans respecter la personne. Oui, vous décrivez là quelque chose que j'entends beaucoup, j'entends beaucoup. Et vous savez, le mouvement dont je parlais tout à l'heure, le Conseil national autoproclamé de la vieillesse, ce sont des personnes qui veulent lutter contre ça. Il n'est pas question que les enfants puissent décider de ce qui est bon pour un parent âgé. C'est la société entière qui doit changer son regard en se disant mais les premiers concernés, ce sont les personnes elles-mêmes. Il y a quelque chose actuellement, il y a quelque chose de complètement pervers. Et j'utilise le mot parce que pervers, vous savez, ça veut dire qu'il ne tient pas compte de la réalité. Une chose est pervers, le fait de ne pas tenir compte du fait qu'une personne, quel que soit son âge, sait ce qui est bon pour elle. Il n'y a pas un âge où on ne saurait plus ce qui est bon pour soi.
Donc ça, il faut vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut vraiment là rappeler. Il faut lutter contre ça. Mais je sais, ce que vous racontez, ce que vous dites, je l'ai entendu, je l'entends souvent. Et il y a une violence, le mot est juste, il y a une grande violence qui est faite. Et qui est faite sous couvert souvent de protection. Mais vous savez, dans un autre domaine, dans un de mes livres qui s'appelait L'âge, le désir et l'amour, je m'étais intéressée aux amours de vieillesse. Dans les maisons de retraite, il y a toujours des amours de vieillesse, partout. Partout où j'ai été. Pourquoi ? Parce que le cœur ne vieillit pas. Et que vous avez un monsieur de 90 ans, veuf, qui est là, qui est seul, peut tomber amoureux d'une dame du même âge, qui est au même étage, et qui est... eh bien, alors, les soignants ont fait tout un travail avec eux pour qu'ils respectent ça. Parce que ce sont des personnes qui sont des citoyens comme tout le monde et qui savent ce qu'ils ont envie de vivre. Ce sont toujours les enfants qui s'opposent. Alors que c'est même pas une question de... c'est même pas pour des questions financières, parce que généralement, quand les personnes se trouvent dans ces établissements, sur le plan financier, c'est déjà réglé. C'est pas ça, c'est l'idée que tout d'un coup, un parent âgé puisse disposer de ses sentiments, de ses émotions, et décider de ce qu'il a envie de vivre. Donc là, il y a une violence extrême à empêcher un parent âgé de vivre ce qu'il a envie de vivre. Ce n'est pas acceptable. Ça, et c'est toujours la protection qui est amenée en avant, mais c'est un faux argument. Parce qu'il n'y a aucun danger objectif. Avoir une histoire d'amour avec quelqu'un qui est au même étage que soi dans un établissement. Où est le danger ? Non, on invente un danger pour empêcher les parents âgés de vivre ce qu'ils ont envie de vivre. Bon, j'ai pris cet exemple-là, mais c'est valable dans beaucoup d'autres registres. Oui. Alors, je vous donne un témoignage, madame. Quand j'étais directeur d'un réseau d'EHPAD... Je veux pas qu'il parle. Oui, Pierre va poser une question, je crois, c'est ça. Et je donne juste mon témoignage à un monsieur qui m'appelle et qui me dit « Je vous appelle parce que je vais vous béner ma mère ». Vous évoquez un sujet très important, vous avez parlé de la liberté et de l'aversion au risque dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut inverser un peu cette tendance et accepter que, quel que soit notre âge, en particulier nos aînés, soient beaucoup plus libres et donc vivent dans un environnement où peut-être il y a plus de risques. Mais aujourd'hui, on est dans une approche où on veut absolument essayer de cadrer tout ce risque. Oui. Voilà. Comment est-ce qu'on peut inverser un peu la tendance ? On l'a vu pendant le confinement, au moment de Noël. Regardez ce qui s'est passé. Au moment de Noël, on a dit papy et mamie dans la cuisine pendant que les autres sont là. Enfin, il y a eu on a entendu, comme vous avez entendu comme moi. Hein, c'était. Moi, j'ai eu moi en soutien psychologique des directeurs d'EHPAD qui vraiment avaient envie de faire le mieux possible et qui me disaient qu'ils étaient en contact avec des personnes âgées qui disaient mais moi je suis capable de prendre les risques que j'ai envie de prendre. Si c'est mon dernier Noël, je veux le passer avec mes petits-enfants et mes enfants. Eh bien, si j'attrape le Covid et que je meurs, je prends le risque. Mais ce sont des personnes, des citoyens à part entière. Alors, on a vu ça, on a été vraiment très très loin là, dans le déni de citoyenneté de la personne âgée. Je crois qu'il faut faire ce que je fais ce soir, c'est-à-dire il ne faut pas accepter ça. Ce n'est pas acceptable. L'âge n'est pas
quelque chose qui permet d'infantiliser quelqu'un. En aucun cas, on ne peut infantiliser une personne âgée. On peut lui parler, lui dire tu prends un risque, enfin on peut dialoguer bien sûr, tu prends un risque là, mais en fin de compte, c'est la personne elle-même qui évalue le risque qu'elle prend. Je pense qu'il faut que chaque citoyen que nous sommes, si chacun n'accepte pas d'être témoin de ça et peut justement dire que ce n'est pas acceptable, peut-être qu'en fin de compte, on finira par rendre à la personne âgée son statut de personne à part entière. Alors, pour rebondir sur tout ce qui est dit par rapport à l'équilibre entre la liberté et la sécurité, en fait, que les établissements sont obligés de prendre en compte, je pense effectivement, comme vous l'avez dit, en toute humilité, que ça passe beaucoup par la réflexion pluridisciplinaire sur les pratiques. Et c'est vraiment une histoire de valeurs à défendre. Quelles valeurs on veut défendre sur notre institution pour pouvoir justement prendre en compte le consentement éclairé des gens, le respect des valeurs et des libertés fondamentales, des droits fondamentaux des gens. Voilà. Donc la discussion comme ce soir, et puis les réflexions nourries des personnes comme vous, qui font qu'on a une autre vision aussi de l'accompagnement de la personne âgée. Oui, j'aime bien ce que vous dites, et puis c'est l'occasion aussi de dire qu'effectivement, il y a dans les EHPAD des unités protégées, hein, pour des personnes qui effectivement, je veux dire, on a besoin de protéger. Mais là aussi, je veux dire, cette réflexion que l'on a en équipe sur ce n'est pas sous prétexte que l'on doit protéger, qu'on doit faire n'importe quoi, c'est ce que j'entends dans ce que vous dites, et ça, c'est tout à fait, justement, c'est très rassurant de penser qu'il y a des équipes qui réfléchissent comme ça. Mais simplement, je dirais que parce qu'il y a des unités protégées, le reste, par exemple, d'un EHPAD ne doit pas fonctionner de la même manière que l'unité protégée. Toutes les personnes âgées ne sont pas à mettre dans le même sac. Hein. Donc, mais bravo, oui, c'est effectivement, je pense que c'est toute une réflexion dans laquelle en fait, c'est une réflexion humaniste, hein, et éthique. Oui, bonsoir. Il y a un mot que vous n'avez pas utilisé ce soir, où je n'ai pas entendu, c'est l'anticipation. Et je voudrais, peut-être que je ne l'ai pas entendu ou je n'ai pas fait attention, hein, mais je voudrais rebondir sur ce que Madame Manuel a dit tout à l'heure. Le rester à domicile, le maintien à domicile, lorsqu'on est une personne isolée, lorsqu'on a des soins 4 heures par jour et on est 20 heures seul dans son fauteuil devant la télé, je pense que c'est pas ce qu'on veut réellement vieillir comme ça. Personne ne le veut vieillir comme ça. Et je pense que la notion d'anticipation et le libre choix et son parcours de bien vieillir, on doit le prendre en charge tout de suite. On doit choisir comment on doit vieillir. Et ce libre choix et le choix de prendre un risque, de changer de domicile, et l'approche domiciliaire, pour moi, c'est quelque chose que l'on doit avoir en tête si on veut continuer à avoir son libre choix. L'anticipation, vous étiez peut-être pas arrivé encore, je ne sais pas, mais j'en ai beaucoup parlé au début sur, voilà, anticiper sur par exemple pour la fin de vie, ne pas attendre le dernier moment mais ce que vous dites est tout à fait juste, et je pense que vous voyez ce virage, le virage domiciliaire dont on parle beaucoup, il faut avoir présent à l'esprit qu'effectivement, quelqu'un qui reste chez soi, qui est complètement isolé, se met, je dirais, se trouve dans une situation qui peut-être
justement la conduit à la dépression, la conduit à... Donc c'est tout cela qu'il faut effectivement anticiper. Hein. Et je pense que la démarche, d'ailleurs, du béguinage solidaire, pour lequel nous sommes rassemblés ce soir autour de ce projet, justement, est une démarche qui peut offrir, je dirais, c'est le fait de pouvoir être chez soi et en même temps avec les autres. C'est ce que, je veux dire, arriver à concilier cela, vous voyez, être vraiment chez soi, décider soi-même de ce que l'on va, de ce que l'on a envie de vivre avec les autres ou seul, hein, c'est ce que j'ai compris de ce que vous mettiez en place. Eh bien, voilà, là je crois que c'est une des grandes voies. C'est pour ça que je pense que ça va, ça va exploser parce que il est certain qu'avec ce qui s'est passé l'année dernière autour du ce scandale Orpea, etc., il est certain que on cherche des alternatives des alternatives à l'EHPAD et des alternatives aussi au domicile qui serait, comme vous le dites très bien, quelque chose d'invivable si on est loin de tout, si personne ne vient vous voir, si on est, comme vous dites, 20 heures par jour complètement seul devant sa télé. C'est effectivement, c'est pas forcément ce qui peut rendre quelqu'un heureux dans sa vieillesse. Le temps partagé. Le temps partagé choisi, oui. Oui. Pour répondre à madame, dans les choses qui peuvent être importantes et puis qui peuvent être, bon, pour avoir fait ça longtemps, on n'est pas là en tant que bénévole, le chant. Qui permet de faire tout un travail de mémoire, y compris avec des personnes qui n'ont plus la mémoire. Vous disiez ce qui est enfui. C'est extraordinaire de voir tout à coup quelqu'un qui apparemment n'a plus de réaction, qu'on alimente comme on peut, qui tout d'un coup reprend une bribe de chanson, dont le visage s'éclaire, etc. Et donc, bon, c'est important aussi que ces personnes qui semblent très passives soient là, parce qu'elles reçoivent et elles réagissent, et avec les personnes qui ont encore toute leur tête, mais qui des fois physiquement ont beaucoup de mal à se déplacer ou sont physiquement dépendantes, tout le travail de mémoire et tout le lien que ça peut engendrer entre les uns et les autres avec l'évocation de souvenirs, ce qu'elles apportent aussi les unes et les autres au groupe par leur connaissance et par ce qu'elles ont vécu. Et je pense que ce sont des choses très importantes. Ça peut être aussi par le jeu, ça peut être par les arts plastiques. Je peux parler de ce que je connais. Mais c'est assez extraordinaire. Et il y a de belles histoires de vie en plus à partager. Oui, vous avez raison. Je voulais vous interroger sur ce que vous appelez le tiers-lieu, qui pour moi est une mise en commun de ce qui peut être partagé au niveau, par exemple, du savoir-faire et du matériel, comme un atelier de bricolage, un atelier jardin ou un atelier de cuisine. Et je voulais savoir, je m'interroge sur la pertinence de l'époque où le monde matérialiste, individualiste est en train de se casser la figure. Et est-ce que ce n'est pas notre responsabilité, du troisième âge, quatrième âge, de s'engager sur une autre voie pour le temps qui nous reste à vivre? Donc ce commun, pour moi, me semble très pertinent. Alors Marie, c'est vous qui répondez ou c'est moi? Oui, répondez. Tristan, allez-y, parce que c'est quand même une question sur le béguinage. Voilà. Le béguinage solidaire, c'est en effet... Nous avons beaucoup évolué. C'est une histoire que, pardon pour ceux qui l'ont déjà entendue, mais au début de notre aventure, il y a 10 ans, alors c'est notre 10e anniversaire, et nous avons réfléchi sur le logement des seniors. Alors c'est aussi un mot dont on aurait pu parler ce soir, mais il ne faut pas y rester toute la nuit quand même pour que vous puissiez demain aller travailler. On réfléchissait donc sur le logement des seniors. Et puis un jour, il y a une dame, au cours d'un groupe de travail,
travail qui nous dit ce que vous faites, ça sert à rien. Moi, quand vous dites que la hauteur de la prise m'empêchera d'avoir mal au dos, c'est pas ma question. Ma question, c'est de savoir si je peux encore être utile. Et une personne plus âgée qui était là met sa main sur son visage et dit « Moi, c'est pas tout à fait ma question. La mienne, c'est, avec tous les rides que j'ai, est-ce qu'on peut encore m'aimer ?» Et là, nous avons compris qu'en réalité, le béguinage solidaire, ça n'était pas apporter des logements adaptés, adaptables, confortables aux retraités, c'était leur permettre de répondre à cette question, est-ce que je peux toujours être utile, est-ce que je peux toujours être aimé? On a ajouté, après la crise sanitaire que nous avons traversée, qui n'est peut-être pas finie, être libre. Donc, être utile, être aimé, être libre. Voilà ce qui nous rejoint. Et donc, pour avoir ce sentiment d'utilité et ces rencontres permettant d'être aimé, nous avons pris le problème par l'autre bout et nous nous sommes dit le béguinage solidaire, ça va être un endroit où les gens vont se rencontrer, des gens de toute génération, des gens qui habitent Valognes ou les environs, qui vont venir dans ce lieu pour monter des projets ensemble, pour monter des actions, pour réfléchir ensemble, pourquoi pas pour s'amuser ensemble, et où habitent des retraités. Vous voyez, on a un petit peu inversé l'approche en disant le béguinage solidaire, c'est d'abord un lieu où il va se passer des choses et qui doit devenir un poumon de Valognes. Alors c'est prétentieux de dire dans une belle ville comme Valognes que ce sera un poumon parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui s'y passent, mais voilà, le béguinage solidaire, ça doit devenir un lieu ressource pour tout le monde, pour toutes les générations, parce que aujourd'hui il y a des personnes qui nous disent, mais moi par exemple, je peux faire une conversation en allemand pendant 1 heure avec des jeunes élèves qui, comme ça, amélioreront leur connaissance de la langue de Goethe. Plein de choses qui font que ce lieu va être un lieu ressource, mais aussi, on en parlait l'autre jour avec des aides à domicile, qui sont parfois en souffrance, que ce soit un lieu où elles puissent venir un matin quand elles n'ont pas le moral, ou même quand elles ont le moral, encore plus, venir prendre un café, dire bonjour, participer à une discussion, et puis repartir au travail, mais vivre un moment chaleureux. Donc l'idée du béguinage solidaire, c'est plus que du logement. Alors on dit parfois c'est du logement, mais alors c'est du logement plus, ou c'est du logement qui va permettre de vivre plus, comme avait dit Michel il y a quelque temps. Voilà. Alors on va peut-être poser la dernière question, s'il y en a une. Non, 1, 2, 3, adjugé, vendu. En tous les cas, Marie, nous vous remercions beaucoup pour cette soirée qui peut se continuer quelques instants, puisque nous avons prévu des jus de pommes normands et je crois du jus de raisin, peut-être pas normand. Et puis, je voudrais corriger une petite chose que vous avez dit. Tout à l'heure, vous avez dit que j'étais fondateur du béguinage solidaire, et en fait, je suis simplement cofondateur. Mais c'est pas du tout un reproche que je veux vous faire, parce que nous étions une équipe, nous sommes toujours une équipe qui croit, mais je voudrais vous inviter à être tous cofondateurs du béguinage solidaire, c'est-à-dire que c'est un projet qui a évolué ces 10 années passées, mais qui va encore évoluer, et vous avez tous votre place dans ce projet qui est un projet de vie, et qui va se développer aussi à travers la Manche, puisque c'est vrai que le conseil départemental, merci beaucoup Madame la conseillère d'être là, nous a vraiment soutenus, et que sans doute sans la mairie, sans le conseil départemental, sans la région, ce beau projet n'aurait pas pu voir le jour. Donc je vous invite à être cofondateur encore aujourd'hui des 10 prochaines années, ou des 20 prochaines années. Vous pouvez l'être en étant simplement bénévole. Nous avons besoin de bénévoles pour faire des tas de choses, pour nous aider à faire de la mise en relation, parce que peut-être que dans votre entourage, vous avez, je dis n'importe quoi, le directeur de TF1 qui va nous permettre de passer à la télévision et de faire la promotion de notre projet, parce que ce projet vise modestement et à notre place à changer la société, à la faire bouger, à donner une place à tout le monde. Donc vous avez votre place. Vous pouvez aussi, et vous trouverez à la sortie des bulletins de dons, vous pouvez aussi aider l'association. C'est bientôt la fin de l'année, la période des dons,
pour développer notre projet à Valognes, mais aussi bientôt dans d'autres endroits. Vous pouvez devenir bâtisseur solidaire, c'est un point extrêmement important pour nous. Nous voulons faire du baillinage solidaire un commun, et un commun du territoire, c'est-à-dire que vous pouvez tous devenir, en quelque sorte, copropriétaires du baillinage solidaire de Valognes en devenant investisseur à partir de 100 euros. Donc c'est pas grand-chose, d'autant plus que si vous avez la chance de payer des impôts, vous aurez une économie d'impôt de 25% de votre investissement. Donc voilà des moyens de nous aider, et puis par toutes les idées que vous auriez, parce que dans ce chantier qui est en train de se terminer sous la houlette de Pierre, les ouvriers du chantier eux-mêmes ont participé. Ils ont apporté leurs idées pour améliorer, grâce à leur connaissance de leur métier. Ils ont aidé à apporter des petites améliorations, mais certaines sont très très sensibles. On a des belles terrasses grâce à l'engagement d'un ouvrier qui a eu une idée qui nous a permis d'avoir des terrasses en pierre au lieu d'avoir des terrasses en béton. Donc chacun à sa place peut faire quelque chose pour améliorer le projet et pour nous aider à continuer notre travail. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Pardon de parler un peu de nous et de faire notre publicité, mais Charlotte à la sortie donc, pourra vous remettre des bulletins de dons et d'investissement, puis vous pouvez aussi devenir adhérent de l'association en nous retrouvant sur notre site baillinage-solidaire.fr. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup Marie. On va vous retrouver au mois de novembre grâce à un livre donc, que vous avez annoncé. La librairie Aluna nous fait la gentillesse d'avoir apporté des livres, donc si vous voulez en acheter pour prolonger cette soirée par de la bonne lecture, de la très bonne lecture, eh bien c'est possible, et Marie nous fait la gentillesse d'accepter de dédicacer, pour ceux qui le souhaiteront, des livres. Voilà. En tous les cas, un grand merci pour votre présence, un grand merci Marie. Et puis à bientôt pour d'autres soirées, puisque nous pouvons déjà vous annoncer un concert, un très très beau concert de chansons françaises qui accompagnera l'ouverture ou l'inauguration du baillinage de Valognes, et puis peut-être d'autres conférences, parce que nous travaillons déjà sur des conférences très très intéressantes, parce que le baillinage solidaire, c'est aussi de la culture, et c'est aussi des échanges avec tout le monde. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas, et bonne soirée.